Voilà, parfait. D'accord, on va revenir sur certains points qui sont très importants, qu'on a vus au cours de la dernière séance de lundi dernier. Donc, on va repréciser les choses. Alors, s'il y a des questions, vous me les envoyez. Hein. Vous me les envoyez. Voilà. Alors, d'abord, définir ce que c'est que la précipitation. Comment peut-on définir la précipitation? Ça consiste en quoi la précipitation? La précipitation, c'est un phénomène par lequel un corps se sépare du liquide dans lequel il était dissous. C'est ça la définition de la précipitation, c'est-à-dire qu'un corps qui était dissous dans un liquide, dans un solvant, que ce soit l'eau ou autre, il va se séparer. Il va se séparer de l'eau et donc il va, dans ce cas-là, s'il se sépare de ce solvant, il va précipiter. Donc la précipitation, c'est le phénomène par lequel un corps se sépare du liquide dans lequel il était dissous. Et lorsqu'on avait fait les phénomènes qui régissent la solubilité d'une protéine, puisqu'on s'intéresse dans ce cours à la précipitation des protéines. Lorsqu'on avait fait vu comment ces protéines se solubilisent, sont solubles plutôt dans un solvant donné, et notamment l'eau, parce que en biologie, on travaille toujours dans un milieu aqueux. On s'est dit, on avait précisé, on avait dit que cette solubilisation des protéines dans l'eau dépend de plusieurs facteurs. Et on avait vu que ça dépend de l'hydratation des protéines. Alors, l'hydratation, ça consiste en quoi cette hydratation? Ben, l'hydratation, ça consiste à la réaction de la protéine, à l'interaction plutôt, à l'interaction des molécules protéiques avec les molécules d'eau. On a également dit que les protéines sont d'autant plus solubles, c'est-à-dire elles sont très solubles quand elles ont, en solution aqueuse bien sûr, quand elles sont hydratées. Alors, c'est-à-dire hydratées, elles vont être entourées par des molécules d'eau. Et ça va constituer en quelque sorte une coque. Une coque, c'est une enveloppe qui va entourer la molécule protéique. Donc, cette coque d'hydratation va empêcher la protéine de s'agréger ou d'empêcher les protéines de s'agréger ensemble. S'agréger ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement de se coller les unes aux autres. Plus les protéines vont se coller les unes aux autres, plus elles vont constituer un amas qui sera relativement lourd et ça va descendre, ça va précipiter. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces molécules d'eau Elles vont interagir avec la protéine, avec les protéines, vont constituer une coque d'hydratation tout autour de la protéine et ça va empêcher les protéines d'interagir entre elles et de s'agréger et donc de précipiter. Vous voyez le partage? Oui, madame. D'accord, très bien. Alors maintenant, cette coque d'hydratation, ce phénomène d'absorption de l'eau par la protéine, parce qu'elle va absorber, elle va interagir la protéine par ces groupements qui sont sur la surface, va interagir avec les molécules d'eau. On dit que la protéine absorbe l'eau. Donc, cette absorption de l'eau est influencée par plusieurs facteurs. Alors, parmi ces facteurs, on peut citer les groupements ionisables. Ce sont des groupements qui sont polaires. Alors, les groupements ionisables, vous les connaissez.
Par exemple, les groupements COH ou CO-, ce qui vont donner des groupements CO-. Les groupements NH3+, les groupements, quoi encore, SH, les groupements phénol, les groupements OH, alcool. Donc, ça va dépendre de ce qui est à l'extérieur de la protéine, c'est-à-dire dans l'enveloppe de la protéine, qu'est-ce qu'il y a comme groupement. Plus il y a des groupements polaires, on les a vus, ce que c'est que les groupements polaires, plus il y a de groupements ionisés, plus la protéine pourra interagir avec les molécules d'eau. Et la protéine donc va absorber ces molécules d'eau et plus la protéine sera soluble. Alors, d'autres facteurs qui vont également influencer cette absorption, cette hydratation des protéines par les molécules d'eau, c'est le pH. Bon, ça va de soi, vous comprenez. Bien sûr que le pH peut intervenir. Par exemple, si on a le pH peut intervenir sur l'état d'ionisation des groupements des radicaux. Donc, ça peut également la présence de sel, par exemple de NaCl, que vous connaissez, le sel de table, c'est... Non, il y a Safa Selman qui me demande, Madame, vous pouvez afficher l'écran dans lequel vous êtes arrivé maintenant. Je suis en train de faire des rappels. D'accord? Donc, je reviens sur des choses peut-être que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, donc je précise les choses maintenant. Donc, on est dans l'hydratation de la protéine. Donc, la présence de sel peut également influencer la solubilité de l'eau. On verra tout à l'heure comment les sels vont influencer. Tout simplement, ça dépend de leur concentration. Parfois, à concentration relativement faible, ils vont plutôt favoriser la solubilisation des protéines, alors que à forte concentration, on verra que les protéines pourront peut-être précipiter avec ces sels et ça dépend bien sûr du sel utilisé. Autre phénomène qu'il faut retenir, c'est que la protéine a son pHi, ça vous le savez, vous me l'avez dit la semaine dernière, au pHi, au pH isoélectrique, la protéine est électriquement neutre dans sa globalité. C'est-à-dire qu'elle possède autant de charge plus que de charge moins, donc elle est électriquement neutre. Donc, au pHi, la protéine présente le minimum de solubilité. Pourquoi? Parce qu'elle est neutre, tout simplement. Donc, si on peut agir sur l'hydratation de cette manière-là. Si vous voulez précipiter une protéine, vous allez agir sur l'hydratation des protéines et agir en diminuant l'hydratation des protéines. Comment? Eh bien, par exemple, en se plaçant, par exemple, au pHi de la protéine, en se plaçant au pHi de la protéine, elle a le minimum de solubilité. En se plaçant au pHi en mettant notre protéine à un pH égal au pHi, on peut donc diminuer sa solubilité et on peut rajouter des sels à forte concentration, par exemple, ou autre chose, ou par exemple des solvants organiques, par exemple. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Donc, on peut également jouer sur l'hydratation des protéines en rajoutant, par exemple, des molécules hygroscopiques. C'est quoi une molécule hygroscopique? C'est tout simplement une molécule qui aime l'eau, qui aime énormément l'eau,
Donc, ça va attirer vers elle les molécules d'eau et la protéine va se trouver privée des molécules d'eau et elle va précipiter. D'accord? Donc, on peut, en connaissant ce phénomène d'hydratation, on peut agir sur la solubilité des protéines en jouant sur cette hydratation. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Madame, s'il vous plaît, la relation entre la précipitation et la solubilisation. La solubilisation, c'est qu'elle est soluble. La précipitation, c'est qu'elle n'est plus soluble, tout simplement. Est-ce que augmenter la solubilisation en diminuant la précipitation? Si on augmente la solubilisation d'une protéine, bien sûr, on diminue sa précipitation. On peut partir d'une molécule qui est précipitée en la solubilisant, en mettant des agents, en jouant soit sur le pH, soit sur rajouter des sels. Je disais tout à l'heure, ça dépend de la concentration en sel. On peut jouer sur ça, bien sûr. D'accord? Alors, deuxième phénomène qu'on avait vu, c'est la charge électrostatique des protéines. Bien sûr, ça vous le savez, que les conditions ioniques d'une solution va affecter la solubilisation des protéines. En effet, si on l'avait dit, si les protéines sont chargées de la même manière, elles vont, si globalement elles portent une charge plus, toutes les protéines, elles vont se repousser, il y aura répulsion, puisque on n'a que les mêmes charges, il y aura répulsion, donc elles vont pas s'agréger, elles vont pas se colmater, elles vont pas se coller les unes aux autres, elles pourront devenir des grosses molécules, elles vont précipiter. D'accord? Maintenant, au contraire, si nos molécules sont électriquement neutres, cette répulsion va disparaître. Le fait de se rejeter les unes aux autres va disparaître. C'est pour cela que au pHi, nos molécules sont neutres. Elles vont donc, il n'y aurait plus cette répulsion. S'il n'y a plus cette répulsion, l'agrégation des protéines devient possible. D'accord? Et je l'ai dit tout à l'heure, ce phénomène, on joue sur ce phénomène, soit en jouant sur le pH ou en rajoutant des électrolytes. Alors, les électrolytes, généralement, qu'on utilise dans le cas où on veut précipiter des protéines ou pour solubiliser des protéines, parce que ce sont les sels. On verra lesquels, le plus important, ce sont les sels. Alors, les sels ont deux. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, madame. Est-ce que vous l'écran, vous le voyez? Mais on ne voit pas l'écran. Ah il est parti tout seul. Je vais refaire le partage. Je vais refaire le partage, d'accord. Alors. Et maintenant, c'est bon? Non, madame. C'est bon là? Non, toujours pas? Non. Pourtant, Non, je madame. partage là. Non, madame. Bon, on va attendre. Bon, il y a eu une coupure. C'est bon, maintenant. C'est bon, madame. D'accord, ça met du temps. En fait, ça met du temps à venir. Très bien. Alors, je dis que si une protéine, ce qu'il faut retenir, si une protéine est globalement neutre, elle va avoir une mauvaise solubilisation. Donc, on peut jouer sur ça. D'accord?
Pourquoi? Parce que quand elles sont neutres, elles vont plus se repousser et elles vont s'agréger, elles vont se coller les unes aux autres et elles pourront donc précipiter. Donc là, on peut agir de deux manières. On se place au PHI pour précipiter, pour shunter la charge, l'effet de la charge électrostatique. Et bien tout simplement, on peut jouer sur le PHI en le mettant vers le PHI. Et puis, on peut également rajouter des électrolytes, notamment des sels. D'accord? Maintenant, le troisième phénomène qu'on a vu, c'est la conformation des protéines. La conformation des protéines peut jouer également, sur la conformation des protéines pour essayer de diminuer leur solubilité et pour essayer de les précipiter. Alors, on parle bien sûr des protéines solubles dans tout cela. Hein. On ne peut précipiter que les protéines qui sont déjà solubilisées, qui sont déjà solubles en solution. Alors, la conformation des protéines, dans leur état natif, les protéines possèdent des groupements d'acides aminés qui leur permettent d'être solubles, d'accord, en milieu aqueux. Ces radicaux d'acides aminés sont généralement placés à l'extérieur sur la surface de la protéine et ces radicaux peuvent donc interagir comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent interagir avec les molécules d'eau. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que notre protéine est soluble. Maintenant, on peut agir sur la structure de manière à masquer ces groupements qui interagissent avec la molécule d'eau en jouant sur la structure, en faisant une désorganisation de la structure tertiaire. Alors, on a appelé ce phénomène-là, vous vous souvenez, on a appelé ce phénomène-là le phénomène de dénaturation. Dès qu'on touche à la structure tertiaire de la protéine, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dénaturation. Alors, et on l'a bien expliqué la dernière fois, le phénomène de dénaturation, c'est quand notre protéine va perdre sa structure tridimensionnelle et de ce fait, si elle perd sa structure tridimensionnelle, automatiquement, elle va perdre sa fonction, c'est-à-dire ses propriétés fonctionnelles. Ça, c'est à retenir. Et dénaturation ne veut pas dire destruction, dégradation de la protéine. D'accord? On le voit là. Vous avez toujours la structure primaire de la protéine. Elle est toujours là. Il n'y a pas rupture des liaisons peptidiques. La dénaturation, c'est une désorganisation de la protéine, de la structure tridimensionnelle de la protéine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les groupements qui étaient à l'intérieur, qui étaient généralement des groupements polaires qui étaient cachés à l'intérieur de la protéine, vont être mis en évidence à la surface de la protéine et notre protéine va devenir insoluble, elle va se précipiter de cette façon-là parce que les protéines, les radicaux R des acides aminés qui sont hydrophobes vont être à la surface, vont être mis en évidence, alors que dans la structure native de la protéine, ils étaient bien cachés à l'intérieur. Là, ils vont être en surface et ils ne pourront pas interagir avec la molécule d'eau, les molécules d'eau, donc la protéine, tout simplement, va précipiter. D'accord? Donc, on peut agir sur la structure tridimensionnelle de la protéine pour essayer de la précipiter tout simplement. Alors maintenant, ça dépend ce qu'on veut comme précipitation.
Est-ce qu'on veut on veut récupérer notre protéine ou on veut la jeter, c'est-à-dire on n'en a pas besoin. D'accord? Alors, si on veut récupérer notre protéine, on a intérêt à ce que ça soit une dénaturation réversible. D'accord? Si on ne veut pas récupérer notre protéine, là, les protéines qui ont précipité, eh ben, peu importe, on peut aller avec un traitement fort, on dénature, ça précipite, on peut faire une centrifugation et alors, pourquoi encore ça part? Voilà, ça va mettre encore du temps. Voilà. Ça va venir. Je disais que ça dépend de ce qu'on veut faire avec les protéines précipitées. Est-ce qu'on veut les récupérer? Est-ce qu'on veut les jeter? C'est-à-dire, elles ne nous intéressent pas. Si on veut les récupérer, eh ben, tout simplement, il faut faire un traitement de précipitation qui soit pas très fort et qui nous permette par la suite de récupérer notre protéine et de la rendre native, qu'elle puisse retrouver sa structure tridimensionnelle. D'accord? Voilà. Vous suivez, Madame, s'il vous plaît? Oui. on ne voit pas l'écran. Ben, c'est partagé, ça va demander du temps, hein, comme tout à l'heure. Je l'ai remis, hein, il est parti et je l'ai remis. Alors, vous le voyez maintenant? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Ah ben, je vais Pas encore encore. sortir et repartager. D'accord. Arrêtez le partage et repartager. Voilà. Vous me dites, vous me faites signe dès que vous voyez l'écran. Alors, toujours pas? Oui. Est-ce que vous voyez l'écran? Non? Non, madame, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, chez moi, ça marque que l'écran est partagé.
Alors, bon, je me suis reconnectée pour essayer de régler ce problème-là. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Oui, madame, c'est Oui, bon. madame, c'est bon. Oui, madame, c'est bon, merci. Ok, c'est l'enregistrement en cours. Très bien. Donc, on peut continuer. Au fait, ça s'envoie tout seul, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, donc la conformation, je disais, on peut jouer donc sur la conformation, mais si on veut récupérer notre protéine, bien sûr, la conformation, il faut que si notre protéine est dénaturée, ben, il faut qu'elle retrouve sa forme native. D'accord? Très bien. Est-ce que ça a servi à quelque chose, ce rappel? C'est bon maintenant? Pas de questions? D'accord. Alors, maintenant, on va voir les techniques de précipitation des protéines. Alors, vous voyez là, sur votre écran, un tube à essai avec une protéine qui a précipité. Et là, c'est un schéma où vous voyez pas de précipité ici. Bien sûr, votre protéine est solubilisée dans le solvant aqueux. D'accord? Ici, dans le premier tube ici. Ici, on a effectué une précipitation, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des précipités, de quelque chose dans le liquide, dans le milieu aqueux. Après centrifugation, et si vous laissez même votre tube longtemps, ou bien pour avoir le culot assez rapidement, vous pouvez faire une centrifugation. Et là, vous récupérez le surnagol, qui est le milieu dans lequel initialement était soluble protéine, avec un culot qui est représenté par la protéine. D'accord? Donc là, vous avez effectué une précipitation. Alors maintenant, quand on précipite les protéines, eh ben, il y a deux façons de le précipiter. Soit, comme je disais tout à l'heure, soit on ne s'intéresse pas aux protéines du tout, c'est-à-dire on s'intéresse à d'autres molécules, hein, des composés, des composés autres que les protéines qui sont dans le milieu dans lequel se trouvent les protéines, on va effectuer une précipitation totale. C'est ce qu'on appelle une précipitation totale. Alors, cette précipitation totale, elle a comme objectif d'éliminer l'ensemble des protéines d'une solution et aboutit généralement à une dénaturation irréversible de cette protéine. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne s'intéresse pas aux protéines, peu importe s'ils sont dénaturés ou pas. Elle est utilisée quand on veut séparer les protéines des autres petites molécules. Par exemple, on veut récupérer des acides aminés qui sont en solution. Bien sûr, ces acides aminés, il ne faut pas faire la confusion, ils ne proviennent pas des protéines. Donc, c'est des acides aminés qui sont libres ou bien des sucres ou peu importe, d'autres molécules. Ou bien on s'intéresse à des autres macromolécules telles que l'ADN ou l'ARN. Et dans ce cas-là, on va faire des composés qui vont dénaturer les protéines. Alors, il y a plusieurs manières de précipiter de manière totale. D'abord, il y a la précipitation à l'éthanol, ou à l'acétone. Dans ce cas-là, pour par exemple l'éthanol, il nous faut quand même une concentration assez élevée d'éthanol pour précipiter les protéines. Il faut à peu près 80%. Le rapport entre éthanol et eau, il faut 80%, c'est-à-dire il nous faut 4 volumes d'éthanol pour un volume de solution dans lequel se trouve notre protéine pour avoir 80% d'éthanol. Et puis, il faut
il faut quand même aller chauffer un petit peu, quelques minutes, si nos autres composés ne craignent pas la chaleur. Hein. Les autres composés qui vous intéressent ne craignent pas la chaleur. On peut chauffer un petit peu et ça va faciliter la précipitation des protéines. Et bien sûr, vous allez suivre faire suivre cette précipitation par une centrifugation qui permet de sédimenter, de faire un sédiment, de sédimenter les protéines précipitées. Alors, le principal inconvénient de cette technique de précipitation à l'éthanol, c'est le grand volume d'éthanol qu'on va utiliser. Donc, c'est le principal inconvénient de cette méthode, c'est le grand volume d'éthanol qu'on doit utiliser, qui est 4 fois, au moins, je dirais, 4 fois celui de la solution protéique aqueuse. Et ce qu'il faut noter également dans la précipitation à l'éthanol, c'est que certaines protéines sont solubles à l'éthanol. Certaines, pas toutes, quelques protéines sont solubles dans l'éthanol, donc ça compte aussi parmi les inconvénients. Inconvénient, grand volume d'éthanol à utiliser. Deuxième inconvénient, certaines protéines peuvent être solubles dans l'éthanol. Alors, plus efficace, c'est l'utilisation de l'acétone. Elle est plus efficace que l'utilisation de l'éthanol. Là, il faut 2 fois le volume de la solution protéique aqueuse. Déjà, on n'est plus dans 4 volumes, mais on est plutôt dans 2 volumes de solution, de volume d'acétone pour un volume de solution protéique aqueuse. Et puis, elle est plus efficace. La précipitation à l'acétone est beaucoup plus efficace car très peu de protéines sont solubles dans l'acétone. Mais généralement, je dis bien généralement, cette précipitation à l'éthanol, l'acétone, on ne peut pas revenir vers la resolubilisation de nos protéines, ni à récupérer nos protéines sous une forme native par la suite. Donc, c'est pour précipiter totalement les protéines et pour les enlever. Ce n'est pas les protéines qui nous intéressent. Maintenant, deuxième cas, c'est la précipitation au phénol. Au phénol, c'est que elle présente l'avantage de précipiter des protéines qui se trouvent à faible concentration dans la solution aqueuse. À l'inverse, j'ai oublié de vous le dire, à l'inverse de la précipitation à l'éthanol et à l'acétone, il nous faut quand même une concentration en protéines dans la solution aqueuse qui soit conséquente, c'est-à-dire relativement forte pour pouvoir les précipiter à l'éthanol ou bien à l'acétone. Maintenant, l'utilisation du phénol, c'est qu'il présente l'avantage, le phénol, de précipiter des protéines qui sont en très petite quantité dans la solution aqueuse, c'est-à-dire à faible concentration. L'inconvénient, c'est que parfois, certaines protéines aussi peuvent se solubiliser dans le phénol. Alors, bien sûr, là, il n'y a pas vraiment de technique vraiment précise lorsqu'on veut précipiter certaines protéines. Il faut chercher la technique la plus adaptée à chaque type de protéine. D'accord? Donc là, vous avez beaucoup de solvants, beaucoup de techniques, mais
bien sûr, il faut toujours adapter au type de protéines que vous avez qui sont solubles dans le milieu aqueux. Voilà. Alors, cette technique de précipitation au phénol est souvent utilisée, on l'utilise souvent pour récupérer, par exemple, les acides nucléiques. Donc, à retenir aussi. Alors, troisième cas, c'est on peut utiliser la précipitation au milieu acide et basique. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines ne sont souvent solubles que dans une gamme restreinte, c'est-à-dire une gamme bien limitée de pH. Au-delà de ces limites inférieures ou supérieures, nos protéines deviennent insolubles. Donc, on peut utiliser ces phénomènes, changer le pH vers des pH au-delà de cette gamme de pH dans lequel notre protéine est soluble, et on va aller soit vers des pH basiques, soit vers des pH acides et à concentration assez forte en acide et en base pour pouvoir précipiter nos protéines. Et là aussi, bien sûr, nos protéines deviennent insolubles à pH très acide et à concentration forte en acide, ou bien à pH très basique et à concentration forte en base, on a nos protéines qui deviennent insolubles. Quatrième point, c'est manière de précipiter totalement les protéines, c'est d'utiliser de l'acide trichloroacétique. Alors, la concentration requise pour précipiter l'acide pour précipiter les protéines, avec l'acide trichloroacétique, c'est des concentrations de 5 à 10% en TCA. TCA, acide trichloroacétique, d'accord? On l'appelle généralement le TCA. Il faut quand même des concentrations relativement faibles de 10 à 15%, de 5 à 10% d'acide. Alors, et attendre, mettre tous ces phénomènes-là qu'on a vus, il faut mettre l'éthanol, le phénol, l'acétone, l'acide trichloroacétique, ou bien en milieu aqueux, milieu basique. Bien sûr, ça demande du temps. Vous mettez ces solutions-là, ou même l'acide perchlorique, et vous attendez un moment que vos protéines toutes précipitent, puis après, vous pouvez centrifuger par la suite. D'accord? Là aussi, la précipitation, l'acide trichloroacétique demande des concentrations relativement élevées en protéines pour que l'acide trichloroacétique puisse agir. D'accord? Alors, autre inconvénient de l'acide trichloroacétique, c'est que c'est un composé quand même qui est très corrosif, donc très dangereux, et il doit être manipulé avec prudence. Alors maintenant, le dernier agent précipitant des protéines, c'est l'acide perchlorique. L'acide perchlorique demande des concentrations de l'ordre de 5 à 7%. Donc, plus faible que celle de l'acide trichloroacétique. Voilà. Alors, voilà pour la précipitation totale. Maintenant, on passe à la précipitation différentielle. Alors, c'est quoi la précipitation? On va la définir d'abord. Ce que c'est que la précipitation différentielle, eh ben, c'est une précipitation qu'on appelle également précipitation
fractionné. D'accord? Fractionné, c'est-à-dire tout simplement, ou différentiel, ça veut dire que vous allez précipiter une catégorie de protéines et d'autres vont rester solubles. Alors, elle a comme avantage, là on l'utilise généralement quand on s'intéresse aux protéines, c'est-à-dire c'est les protéines qui nous intéressent, on va pas utiliser la précipitation à l'acétone, à l'alcool ou aux autres solvants qu'on a vus. On va essayer de préserver l'intégrité fonctionnelle des protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, que lorsque votre protéine va précipiter, ça veut dire qu'elle est dénaturée. Mais que si vous le mettez dans un milieu adéquat, vous enlevez l'agent précipitant, celui qui a provoqué la précipitation de votre protéine, vous allez récupérer la fonction des protéines ou de la protéine précipitée. Donc, c'est important cela lorsque on veut travailler sur les protéines elles-mêmes. Alors, c'est une approche utilisée comme étape dans l'isolement des protéines. C'est-à-dire, c'est une étape de la purification des protéines. Et la purification des protéines demande plusieurs étapes, utilisant différentes techniques. Les techniques que vous avez vues avec le professeur Taqi, la technique pas électrophorétique, les techniques chromatographiques sont des techniques qu'on utilise pour purifier les protéines. Alors, les précipitations également, c'est une des étapes qu'on peut utiliser pour purifier une protéine. Et généralement, la précipitation différentielle, lorsqu'on veut purifier une protéine donnée, est une des premières étapes de la purification des protéines. Alors, si on a le temps, je vous prendrai une séance pour vous expliquer ce que c'est, comment on fait pour purifier une protéine. Alors, je disais, c'est pour vous expliquer, c'est une approche utilisée comme étape dans l'isolement des protéines. Elle est basée sur le fait que les conditions ioniques ou de pH qui rendent les protéines insolubles varient pour chaque espèce de protéine. Donc, c'est surtout ça qui est important. C'est quoi la différence? La précipitation différentielle, c'est la précipitation d'une catégorie de protéines et pas d'une autre. D'accord? Pourquoi? Parce que les conditions ioniques ou de pH qui rendent les protéines insolubles varient pour chaque espèce de protéine. C'est-à-dire que si vous avez une protéine A qui va précipiter dans des conditions ioniques données ou de pH données, peut-être la protéine B ne va pas précipiter dans les mêmes conditions. Donc, c'est très intéressant cela. Pourquoi? Parce que on va précipiter une catégorie et on va laisser en solution une autre catégorie de protéines qui peut-être nous intéresse, ou bien on va précipiter la protéine qui nous intéresse et celle qui ne nous intéresse pas va rester soluble en solution. Et celle qui nous intéresse, elle est précipitée, on la récupère dans le culot après centrifugation, d'accord? Et on récupère le culot et on peut la resolubiliser puisqu'on l'a dénaturée, mais on l'a dénaturée de manière réversible. Et on va le remettre dans un tampon ou dans un milieu adéquat qui va lui redonner, elle va récupérer sa structure tridimensionnelle. Elle va redevenir fonctionnelle. D'accord? Alors, dans la précipitation différentielle, donc, on peut donc ajuster les concentrations de l'électrolyte. L'électrolyte, c'est toute molécule. Par exemple, les sels, ce sont des électrolytes. On peut donc ajuster les concentrations de l'électrolyte ou de pH pour isoler la protéine désirée. D'accord? Donc ça, c'est très important de savoir que toutes les protéines ne précipitent pas dans les mêmes conditions.
d'accord? Et que dans des conditions qui vont précipiter une protéine A ne sont probablement pas les mêmes qui vont précipiter une protéine B. Alors, on va voir la précipitation des protéines, toujours dans la précipitation différentielle. On va voir la précipitation par le sel, la précipitation des protéines par le sel. Je reviens sur la précipitation différentielle. Donc, quelle est la stratégie qu'on va adopter? La stratégie est la suivante, c'est que dans un premier temps, on amène la concentration en sel, c'est-à-dire en électrolyte ou le pH, à un niveau un peu inférieur à celui de la protéine d'intérêt. D'accord? Et les protéines insolubles dans ces conditions peuvent être éliminées, ils vont être précipités et ils vont être, vous allez centrifuger, ils vont être par exemple dans le culot et vous allez les jeter. Notre protéine d'intérêt, par exemple, elle reste en solution. Eh bien, on va changer les conditions, on va rajouter du sel ou bien on va changer le pH et notre protéine d'intérêt, elle va précipiter à son tour, on va centrifuger, on va récupérer deuxième fois le deuxième culot et donc notre protéine d'intérêt, on va la récupérer, on va la remettre en solution, elle va dans une solution adéquate, elle va récupérer sa structure tridimensionnelle, elle va redevenir fonctionnelle. D'accord? Alors, je reviens au sel. On va revenir sur ce point-là que je viens d'expliquer dans la diapo suivante. Les sels, généralement, ont deux effets qui sont antagonistes. Ils ont comme effet d'augmenter la solubilité à des concentrations faibles. Au-delà d'une concentration où la solubilisation par les sels est maximum, les sels vont avoir un effet contraire. Ils vont commencer à précipiter les protéines. Alors, le premier phénomène qu'on appelle le saltinine, eh ben, on peut l'expliquer facilement, quoique le deuxième phénomène, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Qui explique cela? Dans la première partie où vous avez une solubilisation, une augmentation de la solubilité de la protéine, vous regardez là, on part de là, d'accord? Vous augmentez les sels, voilà, vous êtes là, à ce niveau-là, vous augmentez le sel, vous commencez à avoir une augmentation de la solubilisation des protéines, d'accord? Ici, vous regardez le schéma pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Vous avez encore peu de molécules de sel. Bien sûr, les molécules de sel, c'est ce qui est en bleu-violet. Elles interagissent avec les protéines, mais la concentration de sel est très faible et on a les protéines qui s'agrègent encore là, et qui donc peuvent être peu solubles, la solubilité relativement faible. Et là, vous augmentez la concentration en sel et on est là. C'est-à-dire que chaque molécule a interagi avec chaque molécule de protéine interagit avec les molécules de sel et vous n'avez plus d'interaction avec des protéines entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne s'agrègent plus. D'accord? Et là, on a le maximum de solubilité. D'accord? Vous suivez toujours? Là, il n'y a pas eu de réaction depuis tout à l'heure. Ah oui ou non? Oui, madame. Vous êtes toujours là. Alors, de temps en temps, envoyez un petit message pour me dire que vous êtes toujours là. D'accord? Alors, au-delà de cette limite,
au-delà de cette limite où la solubilité est maximale, à une certaine concentration. En sel, on observe, qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette solubilisation commence à diminuer jusqu'à un moment où elle est pratiquement nulle, hein, notre solubilisation, la solubilité des protéines. Là, bon, c'est un schéma qui explique que plutôt qu'à très forte concentration, le sel. Alors, les sels, c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est que le sel? Donnez-moi un exemple de sel. Allez, rapidement. Le NaCl. Le NaCl, d'accord. Que vous connaissez? Le NaCl, c'est le sel de table. Oui, je prends, oui, c'est du NaCl. Le sel de table, c'est du NaCl. Vous connaissez d'autres sels? Ben, il y a un sel qui est très important dans l'étude de la précipitation des protéines qu'on utilise, c'est le sulfate d'ammonium. Pourquoi? Parce que bon, il précipite bien les protéines et puis il est de manière réversible. Par rapport à un NaCl, il est beaucoup plus efficace que le NaCl. Alors, c'est un schéma qui illustre un petit peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est la précipitation différentielle. Vous avez, par exemple, une protéine que j'ai notée là, petit 1, et une protéine 2, qui sont différentes, deux protéines différentes. Alors, si je prends la protéine A en trait plein, vous avez l'effet par exemple, du sulfate d'ammonium, NH4 deux fois, SO4. Vous avez un effet solubilisant. Tous les sels ont un effet solubilisant à faible concentration. Et plus on augmente la concentration en sel, plus cet effet solubilisant diminue et il devient précipitant jusqu'à obtenir une insolubilisation totale de la protéine. Alors, la protéine, elle a un maximum de solubilité à une certaine concentration en sulfate d'ammonium. C'est de là à là, vous avez un effet solubilisant de sulfate d'ammonium. Au-delà de cette concentration en sulfate d'ammonium, on va observer l'effet inverse et là, donc, c'est l'effet précipitant du sulfate d'ammonium. Et à cette concentration, on a quand même une précipitation totale de la protéine. Maintenant, notre deuxième protéine, elle se comporte différemment vis-à-vis du sulfate, en présence du sulfate d'ammonium. D'accord? Alors, si on regarde la deuxième protéine, en absence de sel, bien sûr, elles présentent un taux de solubilisation. D'accord? Alors, le taux de solubilisation, c'est la quantité la concentration à partir de protéines qui sont solubles par volume de solution aqueuse. D'accord? Là, on augmente cette concentration de protéines solubles et là, on commence l'effet inverse. Dans la protéine 2, qu'est-ce que vous observez pour la protéine 2? Vous observez que l'effet solubilisant continue même à des concentrations plus grandes que pour la protéine A. D'accord? Donc, l'effet solubilisant se situe jusqu'à cette concentration en sel, en sulfate d'ammonium. Au-delà de cette concentration en sulfate d'ammonium, on a l'effet inverse. Là, le sulfate d'ammonium, là, si on continue à augmenter la concentration en sulfate d'ammonium, là, on voit le sulfate d'ammonium commence à précipiter notre protéine 2.
Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de séparer. On pourra, en se basant sur ce schéma-là, on pourra séparer les deux protéines. D'accord? Comment? Par exemple, laquelle qui nous intéresse? Par exemple, si je prends la protéine 2, elle m'intéresse. La protéine 2, je veux la garder en solution. D'accord? Comment je fais? Eh bien, j'utilise une concentration à ce niveau-là de sulfate d'ammonium. D'accord? Voilà, là, ma protéine 2 est encore. J'utilise cette concentration en sulfate d'ammonium dans cette zone-là. Je vais précipiter ma protéine 1. Ma protéine 2 est encore soluble, en majorité soluble. Je vais centrifuger, récupérer le culot qui contient la protéine 1, jeter et récupérer ma solution qui ne contient que la protéine 2. D'accord? Que la protéine 2. Donc, j'ai éliminé la protéine 1 et j'ai gardé que la protéine 2. Maintenant, si vous vous intéressez que à la protéine 2, et vous voulez enlever la protéine 2. Vous n'êtes pas intéressé par la protéine 2. Vous allez procéder de la même manière. Vous allez utiliser une concentration en sel dans ce parage-là, dans cette zone-là. D'accord? Voilà. Là, ça présente le maximum de solubilité de la protéine 2. On va utiliser cette concentration. D'accord? Notre protéine 1 va précipiter. Vous allez centrifuger, vous enlevez le surnageant, vous récupérez le culot, vous allez le remettre en suspension, d'accord, en essayant d'éliminer le sulfate d'ammonium, d'accord, on verra dans la prochaine technique comment on élimine les sels, notamment par la technique de dialyse. Dans le prochain chapitre qu'on va voir, d'accord? Vous remettez, vous la mettez, vous avez récupéré dans le culot, vous la remettez dans un milieu adéquat, elle va se resolubiliser parce qu'elle va récupérer sa structure tridimensionnelle, d'accord? Et donc, vous avez votre protéine A, vous l'avez séparée de la protéine 2. D'accord? Ça dépend ce que vous cherchez à faire. D'accord? C'est compris? Madame, s'il vous plaît. Oui, allez-y, posez la question. Madame, quand est-ce qu'on réalise une centrifugation? À quelle concentration? Comment? Quel est le lien entre centrifugation et concentration? J'ai pas compris votre question. Sur ce Vous diapo, pouvez me la redire différemment? dans Oui, le vas-y. diapo, dans ce diapo, vous a dit qu'on peut réaliser une centrifugation pour récupérer la protéine. Oui. Est-ce qu'on peut la Et la question? récupérer à la concentration maximale ou? Alors, je répète parce que j'ai pas vraiment compris la question à quel niveau. La protéine, on veut récupérer la protéine 1 ou la protéine 2? La protéine 1. On veut récupérer la protéine 1. D'accord. Alors, la protéine 1, elle présente un maximum de solubilisation ici. Donc, on ne va pas utiliser cette concentration de sulfate d'ammonium. D'accord? Par contre, elle présente un minimum de solubilité à cette concentration-là. D'accord? Tu es d'accord? Sulfate d'ammonium, on a la protéine 2 qui présente le maximum de solubilité. La protéine 2, elle ne m'intéresse pas, je veux l'enlever. Alors, je vais utiliser
la concentration de sulfate d'ammonium où ma protéine 1 où la protéine 2 présente le maximum de solubilité, si je me mets là, d'accord, si je me mets là, là, à ce niveau-là, en concentration sulfate d'ammonium, la protéine 2 présente le maximum de solubilité. Mais ma protéine 1, qu'est-ce qui lui arrive? Je regarde, je projette, elle est là, elle est peu soluble à et à une grande partie de ma protéine 1 qui est déjà précipitée. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame, c'est compris. D'accord, ouais. Alors, elle est précipitée, je centrifuge. Donc, dans le cube, je vais récupérer la protéine 1. Maintenant, il faut la rendre active. C'est-à-dire, il faut qu'elle récupère sa structure tridimensionnelle. Elle a précipité. Pourquoi? Parce qu'elle était dénaturée de manière réversible. Je répète bien, de manière réversible. D'accord? Donc, pour récupérer ma protéine sous la forme active, il faut que je la solubilise dans un milieu aqueux en éliminant le sulfate d'ammonium, d'accord, qui la maintient sous la forme d'un précipité. D'accord. Donc, après centrifugation, je récupère le culot, je la remets dans un milieu tampon qui ne contient bien sûr pas de sulfate d'ammonium. De cette manière-là, si je la mets dans un milieu qui ne contient pas le sulfate d'ammonium, je vais diminuer la concentration de sulfate d'ammonium. Il est bien entendu que dans le culot, il faut aussi retenir que dans le culot, ma protéine a précipité, mais là, il y a toujours des molécules de sulfate d'ammonium avec ma protéine. Donc, quand vous récupérez votre culot, il y a quelques molécules de sulfate d'ammonium. Vous remettez le culot en suspension. Vous essayez soit votre protéine va se redissoudre. Si elle se redissout pas, vous essayez d'éliminer le maximum de sulfate d'ammonium. Comment? En utilisant la technique de dialyse. Alors, je rentre pas dans la technique de dialyse parce que je vais revenir sur ça dans le prochain chapitre. Alors, Abdelbasset, qu'est-ce qu'il me pose comme question? Donc, pour précipiter la première protéine, on va prendre du maximum de la concentration de la protéine 2. Non, on ne va pas prendre la protéine 2. C'est quoi le maximum? On va prendre du maximum de la concentration de la protéine 2. Regardez, si je me mets là, à cette concentration en sulfate d'ammonium, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ma protéine 2 présente le maximum de solubilité. Elle est en solution. Si vous rajoutez cette concentration de sulfate d'ammonium, cette-là, ma protéine 2, elle est soluble. Elle reste en solution. Mais ma protéine 1, elle a, à ce niveau-là, elle a pratiquement beaucoup de la protéine A en précipité. Beaucoup de molécules de la protéine A en précipité. D'accord? Donc, quand vous tournez, vous faites une centrifugation dans le culot, vous allez récupérer que la protéine A. Pratiquement pas de protéine 2. D'accord? C'est compris, Abdelbasset? Ok, très bien. On avance. Bon, c'est un schéma. Ici, vous avez un schéma. Bien sûr, la réalité est différente. Lorsque vous travaillez sur des milieux protéiques, des milieux biologiques, vous n'avez pas que de protéines. Vous avez des dizaines de protéines ensemble. D'accord? Donc, quand vous faites une précipitation
différentiel, vous allez précipiter. D'accord? Ça, c'est le schéma idéal. C'est juste pour vous expliquer comment on fait une précipitation différentielle en choisissant un schéma simple. D'accord? Alors, si vous avez des questions, vous les posez. Hein. On a le temps pour répondre à toutes vos questions. C'est bon, madame. Très bien. Alors, là, c'est le tableau qu'on utilise pour précipiter avec le sulfate d'ammonium. C'est très important ce tableau-là. Il vous présente le pourcentage de saturation en sulfate d'ammonium à 0 degré. Et ici, le pourcentage de saturation sulfate d'ammonium initial. D'accord? Alors, je vais expliquer comment on utilise ce tableau-là. Par exemple, vous avez une protéine, je choisis un schéma simple. Dans votre solution, vous avez une protéine et vous voulez la précipiter pour la récupérer. Alors, comment vous allez? Vous savez que votre protéine vous précipite à 40% de sulfate d'ammonium à 0 degré. Alors, comment vous allez faire en utilisant ce tableau-là? Allez, un petit exercice. Je répète, la protéine d'intérêt, votre protéine d'intérêt qui existe dans votre solution, vous savez qu'elle précipite à 40% de saturation en sulfate d'ammonium. Et vous avez 1 litre de solution de milieu, dans lequel se trouve votre solution d'intérêt, votre protéine d'intérêt. Comment vous allez faire? Allez-y, réfléchissez et donnez-moi les réponses. Regardez le tableau et dites-moi comment vous allez procéder. Ah, vous ne savez pas? Alors, on lit le tableau d'abord. Qu'est-ce qui est horizontalement marqué ici? Pourcentage de saturation en sulfate d'ammonium à 0 degré. Alors ça, 100% de saturation, là 95 jusqu'à 20% de saturation. D'accord? Euh, 100% pour préparer une solution 100% saturée en sulfate d'ammonium, comment il faut faire? Eh bien, vous allez prendre, je regarde, donc votre solution initialement ne contient pas de sulfate d'ammonium. Là, donc 0% de saturation. Si une solution initiale ne contient pas de sulfate d'ammonium, vous avez 0% de saturation. Il n'y a pas de sulfate initialement. Vous voulez arriver à une solution à 100% de saturation. Alors, vous avez 1 litre de votre solution. Il faut tout simplement peser 697 grammes à peu près, hein, ça varie, hein, parfois un peu moins, 697 grammes de sulfate d'ammonium en poudre et le dissoudre directement, vous le mettez dans votre litre de solution. D'accord? C'est compris ça? Oui ou non? Dites non si vous n'avez pas compris.
D'accord. Oui, il y en a qui répondent non, il y en a qui répondent. Ben, il y a plus de non que de oui. Alors, on va réexpliquer. Bon, ça suffit. Hein. J'ai compris que vous n'avez pas compris. Alors, je répète. Vous avez une solution, 1 litre d'une solution aqueuse. Et vous voulez avoir une solution à 100% de saturation en sulfate d'ammonium. Donc, vous avez une solution aqueuse où il n'y a rien. Il n'y a pas de, vous voulez, il n'y a pas de sulfate d'ammonium là-dedans. Et vous voulez préparer une solution à 100% saturée en sulfate d'ammonium. Alors, comment vous allez faire? Vous allez, donc le 0 veut dire vous avez 0 sulfate d'ammonium dans votre solution. Regardez verticalement, pourcentage de saturation initiale en sulfate d'ammonium. Donc, initialement, vous n'avez pas de sulfate d'ammonium. Donc, j'ai 0%. 1 litre où il n'y a pas de sulfate d'ammonium. Et je veux arriver à 100% de saturation. Eh bien, comment je fais? Je prends, là, je prends 697 grammes de sulfate d'ammonium et je les mets dans mon litre. Et je les fais dissoudre. D'accord? Et j'ai une solution à 100% de saturation en sulfate d'ammonium. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est compris? D'accord. Je suis rassurée. Mais, oh, d'accord. Alors maintenant, vous avez une solution où il n'y a pas de sulfate d'ammonium, toujours 1 litre de solution de sulfate d'ammonium, où il y a, de solution aqueuse, où il n'y a pas de sulfate d'ammonium. Mais vous voulez obtenir une solution non pas à 100%, mais vous voulez obtenir une solution à 40% de saturation. Combien de sulfate d'ammonium vous allez peser et mettre dans votre litre? Alors, donnez-moi la réponse. 120. 200, oui, très bien. 226 grammes. Vous allez donc peser, je suis à 0% initialement, j'ai 1 litre et je vais aller jusqu'à 40 ici, d'accord? Donc, 226 grammes. D'accord? La même chose, la question que je vais vous poser, vous avez non pas 1 litre de solution initiale, qui ne contient pas de solution de sulfate d'ammonium. Et vous voulez arriver à 40% de saturation. Allez, donnez-moi la réponse. Je répète, initialement, vous n'avez pas 1 litre, mais vous avez 500 millilitres. Et vous voulez arriver à un pourcentage de 40% en saturation. Combien de sulfate d'ammonium vous devez peser et mettre dans vos 500 millilitres? Madame, on multiplie Oui. dessus 26 fois 5. Quoi fois 5? Donnez-moi la raison qu'ils vont vous faire dire qu'on va multiplier quoi? Répétez votre réponse, mademoiselle. On a la solution. Allez. On a 500 millilitres. Oui. 1 litre égale à 100 millilitres. Ah non, mademoiselle, ah non. 1 litre, c'est combien? Oui. C'est combien 1 1 litre? C'est Combien de millilitres? 100. Non, pas 100. C'est 1 litre, c'est 1000 millilitres, mademoiselle. 1000. Ah, attention, mesdemoiselles. Ça, c'est des choses qui vont
vous gâchez vos notes et vos résultats. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un litre, molaire, millimolaire, tout ça, c'est des révisions à faire. Il faut que vous sachiez quand même ce que c'est qu'un litre, qu'un demi-litre, qu'un hectolitre. Je sais pas, c'est quand même des choses que vous avez vues au lycée, messieurs et mesdemoiselles. Donc, un litre, mademoiselle, c'est 1000 millilitres. Alors, est-ce que tu peux répondre maintenant à la question? Oui. Alors, vas-y. On divisait. Donc, on divisait On va diviser, 226. donc, On voilà. divisait 226 sur 2. D'accord. Donc, un litre, c'est la moitié, c'est 500 millilitres. 500 millilitres, c'est la moitié. Donc, on va mettre 226 divisé par 2. Ça nous fait, comme beaucoup vous ont répondu, 113 grammes. D'accord? Alors, ce que vous constatez, regardez, je passe de 40 à 80. Qu'est-ce que vous constatez? Regardez, si je compare, hein, je passe pas, hein, je compare la quantité qu'il faut rajouter à 80% de saturation et la quantité qu'il faut rajouter à 40% de saturation. 80 représente le double de 40. Mais est-ce que la quantité que vous devez rajouter représente le double? 40% par rapport à 80 par rapport à 40%. Non. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ou devine pourquoi c'est pas le double? Ben dites non, vous ne savez pas. D'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, tout simplement, c'est quoi? Il y a Soukaina qui me dit la saturation. Ça veut dire quoi la saturation? Qu'est-ce que vous voulez dire, que tu veux dire par la saturation, Soukaina? Est-ce que tu as, pour préciser ce que tu viens de décrire, la saturation? Ben, là, on parle de pourcentage de saturation. On parle de pourcentage de saturation et non pas de pourcentage de concentration. C'est deux choses différentes. D'accord? Alors, pourquoi? Ben, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous prenez un verre d'eau et vous rajoutez un demi-verre d'eau et vous rajoutez 2 grosses cuillères de sucre là-dedans. Et on suppose que tout le sucre s'est solubilisé. D'accord? Vous rajoutez le sucre dans l'eau, vous mélangez et on suppose que tout le sucre s'est solubilisé. Qu'est-ce qui est arrivé à votre solution aqueuse? Vous ne savez pas? Est-ce que vous avez le même volume? Est-ce que vous avez... Le volume a augmenté? Oui ou non? Vous n'avez jamais remarqué lorsque... Oui. Il devient saturé. Non, le problème, ce n'est pas la saturation. On s'intéresse maintenant, on s'intéresse à l'augmentation du volume. Ah bon. Est-ce quand vous... en solution, où vous allez dissoudre du sucre en solution, le volume va augmenter sous l'effet de l'ajout du sucre ou sous l'effet de l'ajout du sel, peu importe. Mais quand vous dissolvez quelque chose dans un milieu, dans un volume d'eau, le volume
augmente obligatoirement. D'accord? Oui, madame. Voilà, c'est parce que le sel, ben, tout simplement, va se dissoudre, il va être entraîné par des molécules d'eau et ça va augmenter le volume de votre solution aqueuse. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que on n'a pas exactement l'égalité si on passe 2 fois plus quand on passe de 40 à 80. 80, il nous faut beaucoup plus que le double de 40. Il nous faut 516 grammes de sulfate d'ammonium, alors que 2 fois 226, c'est combien de fois? C'est 452 grammes. 452 grammes est inférieur à 516. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume a augmenté et que pour obtenir une saturation plus grande, il faut beaucoup plus de sel. Ça, on va le voir. Hein. Il y a un exercice qu'on va faire exactement ça pour expliquer cette augmentation, pour expliquer ce phénomène-là. D'accord? Et on va faire également des applications pour retrouver nos valeurs-là. Parce que si vous n'avez pas le tableau, il faut savoir comment récupérer, comment calculer le pourcentage de saturation. D'accord? Donc, on fera des applications. On va revenir sur ce tableau, mais il faut également savoir retrouver ces valeurs-là, comment on retrouve 106, comment on retrouve 134, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on fera une application. Maintenant, deuxième cas, on a vu qu'on a pris le cas de solution initiale où vous n'avez pas de sulfate d'ammonium. Maintenant, vous partez d'une solution. D'accord? Par exemple, ici, je vous explique, ici, vous avez une solution. Vous voulez récupérer les deux protéines, séparer les deux protéines et récupérer les deux protéines. Eh bien, par exemple, pour la protéine 1, vous allez, comme on l'a dit tout à l'heure, faire une solution, une concentration en sulfate ou un pourcentage de sulfate d'ammonium correspondant à cette concentration en sulfate d'ammonium. Entre parenthèses, la concentration ne veut pas dire saturation. Hein. Et quand on parle de saturation, on parle de pourcentage en saturation, ça veut dire qu'on n'est pas à 100% saturé. Hein. Alors, je reviens. Par exemple, ici, vous précipitez la protéine 1, vous allez rajouter une concentration en sulfate d'ammonium à ce niveau-là. La protéine 1 va précipiter, vous allez centrifuger et vous allez la récupérer à part. Maintenant, la protéine 2, eh bien, vous allez choisir un pourcentage de saturation correspondant à une concentration en sulfate d'ammonium qui est dans cette zone-là. D'accord? Pour récupérer la protéine 2. D'accord? Maintenant, il ne faut pas oublier que même que votre protéine 2 a cette concentration en sulfate d'ammonium, n'a pas précipité, mais le milieu contient du sulfate d'ammonium. Pas suffisant pour précipiter la protéine 2, mais il faut tenir compte de cette quantité pour pouvoir rajouter du sulfate d'ammonium pour arriver à une concentration en sulfate d'ammonium qui vous précipite la protéine 2. D'accord? Donc, il faut tenir de la première quantité de sulfate d'ammonium que vous avez rajouté pour précipiter A, qui existe. Et il faut rajouter une certaine quantité de concentration, arriver à une certaine concentration en sulfate d'ammonium. Il faut rajouter du sulfate d'ammonium. Donc, il faut tenir de la première
quantité de sulfate d'ammonium que vous avez rajouté. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, ici, par exemple, vous partez initialement d'une concentration, d'un pourcentage de saturation qui est de 20%. D'accord? Et vous voulez précipiter, arriver à un pourcentage, par exemple, de 40%. On est toujours dans 40%. Combien de sulfate? Vous avez toujours 1 litre de votre solution. Combien de sulfate d'ammonium il faut rajouter? Allez-y, donnez-moi la réponse. « 113 grammes. Vous avez, il faut prendre 113 grammes. Vous voyez là que c'est moins que tout à l'heure. D'accord? Pourquoi? Parce que vous partez déjà d'une solution qui est à 20%. D'accord? Donc, il faut rajouter une certaine quantité de sulfate d'ammonium pour arriver à précipiter votre protéine. D'accord? Voilà. On reviendra, on expliquera bien ce tableau-là. Il faut retrouver les valeurs. Il faut savoir retrouver les valeurs du tableau. Donc, pour les précipitations différentielles, on peut donc utiliser les sels. Et le sel le plus utilisé, c'est le sel de sulfate d'ammonium. On peut également jouer sur la précipitation thermique. Toutes les protéines ne précipitent pas à la même température. Certaines précipitent à de basses températures. Et d'autres à d'autres températures. Donc, la précipitation thermique s'applique aux protéines qui restent solubles au-dessus de 40 degrés. Voilà. Et la précipitation peut également jouer sur le pHI. Certaines protéines précipitent très bien au pHI et on peut les précipiter en utilisant, par exemple, un sac de dialyse. D'accord? Bon, on reviendra sur le sac de dialyse dans le prochain chapitre. D'accord? Des questions là, avant de terminer? Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, là, le tableau, on va avoir des applications là-dessus. Pour la précipitation thermique, bien sûr, les protéines ne sont pas solubles à la même température. Et il y a des protéines qui résistent bien à la température à 50 degrés, elles sont encore solubles. D'autres précipitent très rapidement, donc on peut faire une précipitation différentielle des protéines. Et puis également, on peut jouer sur le pHI. Certaines protéines sont insolubles à leur pHI. On peut utiliser, par exemple, en utilisant la technique de dialyse, en utilisant un sac de dialyse, on peut mettre notre protéine soluble dans le boudin à dialyse. On peut le mettre dans une solution dont le pH correspond au pHI et avoir une précipitation de votre protéine. Mais ça, vous le comprendrez mieux quand on verra la technique de dialyse. D'accord? Donc, on se voit jeudi, c'est bien ça, on a cours jeudi de cette semaine? C'est bien ça. Donc, c'est à 15h, c'est à 15h15. Donc, je vous dis à jeudi. Voilà. Ok, donc à jeudi. Voilà.